Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, review de mi-parcours de la saison The Last of Us. Donc saison 2 par un mec qui connaît rien à la franchise, mais qui donne son avis quand même, puisque bah oui, on vient de passer le cap du 4e épisode sur 7. Et oui, saison beaucoup moins longue que la précédente. Et autant j'ai pas voulu en faire un retour chaque semaine, parce que bon, pour un mec qui effectivement n'a pas de point de comparaison avec le matériau source, c'est pas l'exercice le plus palpitant à livrer et j'aurais un peu peur de me répéter dans mes arguments. Autant là, on vient quand même de se taper 4 heures, donc on a la moitié de notre intrigue, donc on va enfin avoir de quoi dire sur ce qui se passe scénaristiquement parlant, mais aussi sur le plan du spectaculaire. Donc je le répète, pour ceux du fond qui suivent pas, j'y connais que dalle au jeu The Last of Us. Moi, en tant que représentant d'une chaîne ciné et série, je ne fais que parler d'une série, ok? C'est bon? Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, dans le cas contraire, c'est pareil. Et alors, si vous avez suivi ma review du premier épisode, vous aurez compris que bon, formellement parlant, c'est ok, c'est plutôt soigné. Il y a un certain sérieux et tout, mais que bon, alors déjà le personnage d'Ellie avec sa crise d'adolescence persistante qui la rend imbuvable, c'est quand même compliqué, quoi. Et puis, j'avais effectivement souligné le fait que bon, ça ne manque pas de trucs un petit peu débiles, ce qui faisait que sur 1 heure, bah, on va pas se mentir, c'était quand même mou du fiac, hein, pour un épisode censé relancer la machine, hein, voilà, on se faisait quand même un petit peu chier. Et puis est arrivé l'épisode 2, et alors je le dis, quand effectivement tu connais pas le jeu, et que tu as été préservé de tout spoiler en termes d'intrigue, là, tu te prends une de ces torgnoles dans la gueule. Ah, j'étais pas prêt, moi. Bah, c'est-à-dire que pour moi, l'arrivée de Abby, je la voyais comme quelque chose voué à faire évoluer l'intrigue, effectivement, puisque tout le monde semblait s'extasier de son arrivée. Mais j'étais loin de m'imaginer que ce serait dans ce sens-là. Donc, après que l'épisode nous régale enfin en termes d'action et de spectacle pour faire un peu bouger les choses, vu que le premier n'a pas été foutu de le faire, eh ben on chamboule tout. Non mais c'est vrai que spectaculairement parlant, déjà l'épisode fait quand même bien le taf, hein. On joue avec les décors, avec l'espace, pour donner de l'ampleur, et franchement, c'est vraiment cool, pour te réveiller un peu, quoi. Et même Ellie en devient presque supportable. Non mais à croire, au vu de l'affection en dents de scie qu'elle suscite un petit peu, cette héroïne, que le scénario n'a pas été écrit par la même personne d'un épisode à l'autre, tu sais. Alors que pourtant si. Et dans ce climat sous haute tension, toi, petit spectateur que tu es, et qui ne connaît rien au merdier, tu sais pas que tu vas rapidement avoir la joue rouge, quoi. Alors évidemment, bon, vous l'aurez compris, on va forcément spoiler un chouille, hein. Et donc oui, la mort de Joël, c'est carrément l'uppercut double effet, quoi. Donc premier effet, voilà, si tu savais pas, bah forcément, voilà, maintenant tu sais. Et deuxio, c'est que tu te dis, ah bon, donc en fait, ça y est, Pedro Pascal, c'est fini? Alors, à moins qu'il décide de faire apparaître le personnage en guise de caméo, flashback ou peut-être même en rêve dans la conscience d'Ellie. Et lui qui avait réussi un petit peu à nous convaincre de son jeu d'acteur, et notamment dans le premier épisode, eh ben voilà, a pu, c'est fini. Bon, en même temps, vu que Pedro Pascal, c'est un peu le mec que tu vois absolument partout, hein, en ce moment, tout le monde se l'arrache, mec, il doit avoir un emploi du temps de ministre. Même si, de ce moment percutant, je reprocherais à cet instant de la mort du personnage de Joël d'être trop silencieux pour notamment amener à cette fin tragique. À savoir que, bon, Abby veut venger son père que Joël a buté. Ok, c'est de bonne guerre, mais sauf que Joël, à aucun moment, il explique le contexte, tu sais. Non, lui, il se dit, bon allez, bah vas-y, allez, bute-moi. Pareil, la remise en question dans tout ça de Abby. Bah oui, Abby qui reproche que Joël a abattu son père de sang-froid sans le moindre état d'âme, limite à le traiter d'inhumain, hein, du coup. Elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit que, bah, elle va torturer longuement le gars, alors que il vient de te sauver le derche, alors qu'il te connaît ni d'Ève ni d'Adam, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, t'as pas le sentiment que
C'est un peu contradictoire tout ça, qu'il y a peut-être une burne dans le potage. Alors ok, peut-être que dans le jeu ça fonctionne, mais là pour moi, ça matche pas assez bien dans la série parce que tu sens le truc forcé en termes de réaction, et donc des réactions des personnages, juste pour arriver à la mort de Joël, sans qu'il y ait trop d'épines qui traînent pour se foutre dans les panards, tu sais. Alors bon, suite à cet épisode, j'ai quand même voulu aller fouiner pour prendre quelques infos. Donc comme quoi la série me procure un certain intéressement pour le jeu finalement, ce que je soupçonnais pas sur la première saison. Ou du moins en tout cas, elle suscite un intérêt sur ce que le jeu est censé raconter. Et là, effectivement, j'ai découvert que le mobile de Abby, dans le jeu, n'est pas révélé trop tôt, pour justement pousser le joueur à se confronter à un dilemme à chaque nouvelle révélation, qui va le bousculer quand il a été, dès le meurtre de Joël, conditionné à haïr Abby. Et là, effectivement, comme c'est présenté dans la série, ça change quand même beaucoup la donne en termes d'intrigue. Maintenant, comment la série va rebondir scénaristiquement parlant pour compenser cette révélation précoce qui atténue trop rapidement l'antipathie qu'on ressent pour la méchante Abby, affaire à suivre. Bref, et donc là, de par cet acte meurtrier qui nous donne donc tous envie de ouin-ouin et qui donne pas envie effectivement de s'attacher trop à Abby finalement, on sent le drame dans le jeu de Bella Ramsey, quand elle voit la scène. Enfin, j'y croyais pourtant pas. Ceci étant, la première saison avait malgré tout réussi l'exploit de nous la rendre finalement parfois attachante, cette détestable Ellie, notamment lors des moments dramatiques. Et là, ça manque pas. Donc ça rend enfin le personnage fascinant, parce que si avant son caractère de merde la rendait imbuvable juste pour la rendre imbuvable, là, il trouve une justification puisqu'il est alimenté par l'envie de vengeance. Donc un deuxième épisode assommant dans tous les sens du terme, parce qu'il offre tout ce qu'on espérait enfin de cette série, en croisant évidemment les doigts que ça se poursuive dans la lancée. Bien que bon, j'aurais quand même un petit reproche à faire à cet épisode, c'est qu'il dure peut-être pas assez longtemps et que, au vu de l'ampleur de la scène de bataille dans ce décor de neige, je trouve que le truc, il s'achève de manière quand même un peu trop expéditive à mon goût. Mais bon, on va quand même pas bouder notre plaisir. Donc, comme je le disais, faut que ça dure. Et l'épisode suivant, donc le 3e, nous amène aux conséquences de cette tragédie qui touche la ville, que ce soit Ellie, les habitants qui ont appris à accepter Joël, et même, bien évidemment, son frère, Tommy. Et ce contexte doit poser les enjeux de la légitimité à aller s'en prendre à ceux qui ont buté Joël. Donc voilà, qu'est-ce qui prédomine? Et où se trouve la limite entre l'envie de vengeance et le droit à la justice? Et surtout pour le bien de tous, pas que de Ellie. Alors effectivement, c'est peut-être un peu trop bavard et long dans ce moment-là. Mais alors, moi j'aime ces passages qui interrogent justement sur l'aspect moral dans un contexte de chaos post-apocalyptique. Et évidemment, là on comprend, quand on connaît rien à The Last of Us, encore une fois, comme moi, quelle sera l'orientation de la saison. Donc une vengeance orchestrée par Ellie, dans un contexte qui pue la spirale infernale. Ah oui, à savoir que Ellie veut tuer Abby parce que elle a tué celui qu'elle considérait comme son père, à savoir Joël, qui lui-même a tué le père de Abby parce que ce dernier voulait tuer Ellie, si je me rappelle bien. En gros, Ellie, elle aurait pas été là, rien de tout ça serait arrivé. Putain, en vrai, c'est encore de la faute de Ellie, quoi. Non mais bon, trêve de plaisanterie, donc avec un tel postulat, t'as vraiment l'impression de regarder du Shakespeare. Bon, du sous-Shakespeare, évidemment, n'exagérons rien, mais quand même. Les enjeux sont donc posés, et on est parti pour Seattle, afin de retrouver Abby et sa bande. Alors, quand je dis on, c'est Ellie et Dina, et c'est là que commence à prendre forme la carte des diverses factions qui se partagent le secteur. Donc d'un côté les Wolves, dont fait partie Abby et qui dirige Seattle, et puis de l'autre côté, alors ils appellent ça les Scars, donc en gros une sorte de secte religieuse, que tu comprends pas trop ce que ça vient foutre là, mais que en fait c'est le 4e épisode qui va poser un peu plus de contextualisation à tout ça, et surtout enrichir l'ensemble, parce que bon, formellement parlant, l'épisode 3, ça cassait pas 3 guiboles à un canard, sauf la fin avec ce visuel de Seattle qui ne peut que nous enthousiasmer,
Et notamment à l'idée que là, on va un peu plus profiter du décor et que ça peut amener à des trucs vraiment chouettes. Et c'est le cas. Donc chaque scène vraiment profite au max des environnements qui sont alors tantôt sublimes, comme par exemple dans une boutique de musique qui rappellerait presque la création, les créations de Cheyenne Coy où la nature reprend ses droits sur la civilisation humaine. Même si techniquement, bon, va falloir m'expliquer comment, encore une fois, du gazon ou des plantes à fleurs peuvent pousser sur du parquet ciré, mais bon. Donc tantôt ce genre de décor, et tantôt des environnements ultra anxiogènes, lugubres et craspec, et qui puent la mort, level plus, quoi. Et des décors, effectivement, qui se prêteraient parfaitement au jeu de l'action à grand renfort de zombies. Et bah, paf, ça fait des chocs à pic, donc effectivement, ça gigote par centaines pour bouffer du mollet d'adolescente, hein. C'est énergique as fuck, et de surcroît, bon, ça contribue à booster, effectivement, le niveau de tension. Même si, bon, il n'y a pas grande surprise, dans le sens où des zombies qui attaquent les héroïnes alors qu'il reste la moitié de la saison à passer, on a du mal à imaginer une fin tragique pour elles, hein. D'autant que, voilà, déjà qu'on a pu Joël, ça ferait quand même un peu beaucoup, là. Mais heureusement qu'il y a cette séquence d'action. Parce que finalement, l'intrigue autour d'Ellie et Dina redevenait chiante comme la mort. Voilà, quand ça joue du 1-1 en acoustique dans un décor fleuri avec le soleil, manquerait plus que des oiseaux viennent se poser sur l'épaule d'Ellie et on ferait un remake de Blanche-Neige. Ah bah au moins Ellie elle est très très blanche, hein. Peut-être même un petit peu trop, hein. Enfin voilà, comme disait Coluche, plus blanc que blanc, j'aurais peur que ça finisse par devenir transparent. Mais oui, l'intrigue repart par instant dans les travers de certaines séries HBO qui peuvent finir par devenir mollassonnes, quoi. Donc en proposant un rythme qui fait du yo-yo, voilà, pour te farcir le cahier des charges d'épisodes d'1 heure à grands coups de mélo, hein. Donc notamment, oh là là, mon Dieu, cette séquence de lesbianisme autoproclamé renforcé par les messages progressistes. Alors déjà, notamment quand ils vont traverser une rue de Seattle, arborant les couleurs du drapeau LGBTQR code, donc peint sur les murs, et sur des drapeaux en toile qui ont tenu depuis toutes ces années de chaos alors que tout le reste est ravagé, hein. Donc tu sais, le petit message du genre oui, nous pouvons mourir, mais nos idées survivront et vous rentreront à jamais, hein. Donc le fameux arc-en-ciel des bisounours qui vivra toujours, hein. Non mais vous imaginez pas le forcing du truc quand même, quoi. Ah bah vous l'avez pas senti par derrière, mais ils vous l'ont quand même bien mis profond à coup de spéculum mental, hein. Et c'est évidemment sans compter la scène d'intimité où ça se fout la main dans le slibard, ça se touche la cramouille et ça se clique la molette de la souris. Ok, chouette, mais tu comptes nous faire ça longtemps durant la série? Non, parce que il y a quand même des fois, c'est interminable. Et surtout, au-delà de l'imposition pour répondre à l'agenda idéologique, ça sonne très ado quand même, quoi, hein. Bon, au même titre que l'action d'ailleurs, hein. Voilà, c'est un peu viscéral, mais pas à l'extrême dans un esprit de contenu post-apocalyptique. Tu sens véritablement que le truc est fait pour ratisser large en usant d'un matériau qui se voudrait sûrement bien plus dur et sincère. Donc, ok, je veux bien que tu dois honorer la durée des épisodes, et quand même, quoi, le remplissage, essayer de le faire de manière plus judicieuse. Ah, et alors, bon, c'est sans parler de cette fameuse scène de la gênance absolue, de « Oh, on va avoir un bébé, je vais être papa ». Non mais, c'est vrai quoi, non mais on est où là? Et heureusement que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une mise en contexte des différentes factions, qui est mise en parallèle de cette situation de romance et de mélo autour de Ellie et Dina, parce que ça permet effectivement de contrebalancer un peu le truc et relancer un petit peu en termes de rythme. Et bon, je sens que ça par contre, ça va vraiment servir pour la suite et que ça va pas faire de mal. Donc contexte notamment articulé autour des Wolves et de leur leader Isaac, donc qui est interprété par Jeffrey Wright, qui est absolument dingue et en plus qui bénéficie d'une intro qui fait véritablement mouche pour caractériser le gonze, quoi. Tu sens que ce personnage va être ouf.
Et puis, bon, de l'autre côté, effectivement, donc ceux que jusque-là, tu te demandais ce qu'ils foutaient, donc à savoir les Scars, et qui prennent enfin place de manière beaucoup plus légitime. Et là, tu sens un petit peu cette sorte de triangle infernal qui risque de rendre vraiment la suite plus qu'intéressante, donc au-delà de la traque de Abby. Hein. Bon, d'ailleurs, traque de Abby qui, pour le moment, est retournée se cacher dans son terrier. Hein, voilà, elle est partie faire la sieste pendant 2 épisodes. Donc voilà, c'est un petit peu le souci, hein, c'est que son intrigue est mise en sommeil. Alors je ne doute pas qu'elle va revenir sur un épisode, sur un des 3 épisodes restants, mais tu sens qu'ils ont quand même un petit peu de mal à articuler les diverses intrigues et que, bah, effectivement, ça joue sur le rythme. Mais bon, de manière globale, on voit quand même les choses se profiler. Et la crainte du premier épisode qui laissait imaginer qu'on allait bien s'emmerder, bah, ça s'efface peu à peu. Hein, et quand les enjeux se posent et prennent enfin forme, bah oui, ça marche. Malgré bon, cet irrémédiable besoin de remplir le scénario pour satisfaire un format, hein, le tout dans des décors déglingués au possible, mais bon, ça va, les gens par contre, ils ressentent pas trop l'impact physiquement hein, d'un univers post-apocalyptique vécu sur plus de 20 ans. Hein. C'est dommage parce qu'effectivement, on n'en trouve pas le poids sur ces personnages, alors que pourtant, tu regardes Seattle, la ville est littéralement dévastée. D'ailleurs, elle est magnifique, hein, pour le peu qu'on en voit. Franchement, elle te pète à la gueule, quoi. Et je pense que ça peut faire vraiment un excellent terrain de jeu pour la suite de la série. Bref, alors bon, moi en tant que spectateur de la série, uniquement de la série, oui, je dirais que je suis déjà beaucoup plus enthousiasmé par ce qui se profile que parce que me proposait le premier épisode. Maintenant, de là à dire que c'est la série événement ou la dinguerie qualifiée par beaucoup, hein, non, je trouve qu'on en est loin quand même. Hein. On a déjà vu tout ça avant et en mieux. Je suis vraiment désolé de le dire. Donc, est-ce que je regarderai la suite? Oui, parce que j'ai quand même envie de la découvrir. Est-ce que je me jetterai carrément dessus à la première minute de diffusion? Peut-être pas non plus. Hein. Voilà, c'est encore, à mon sens, très perfectible pour le budget. Et ça s'attarde vraiment trop sur des trucs que t'es pas venu chercher, quoi, en allant regarder ça. Et d'ailleurs, je m'interroge quant au fait qu'avec tout ce contexte posé, et qui apparemment semble assez différent du jeu, donc en vue ici d'alimenter peut-être le récit alors qu'il ne reste que 3 épisodes pour clore la saison 2, ouais, tu sens bien que en fait, ils vont pas boucler l'arc du 2e jeu sur les 3 épisodes restants. Hein, alors que bon, il n'existe pas encore un 3e jeu pour alimenter peut-être une prochaine saison de la série, alors que la saison 3, elle est déjà commandée. Donc voilà, vous la sentez venir un petit peu la carotte, qui se termine pas avec une fin, mais qu'il faudra attendre effectivement la saison suivante pour en connaître le dénouement. Bah là, je le sais pas, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que ça va finir comme ça. Donc bah dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, si vous avez... Enfin, si vous aussi, vous voyez le truc arriver comme ça, hein, et pareil, parce que je suis pas fermé aux avis des fans, hein, bien évidemment, donc dites-moi, selon vous, les écarts avec le jeu, notamment sur le plan du scénario et des personnages, et est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise, voilà, ou est-ce que, justement, elle a quand même un minimum d'intérêt? Bref, donc des bons points et des points beaucoup plus perfectibles, ce qui fait que pour le moment, on va dire à mi-saison, j'offrirai la note de 3,5 sur 5, à voir comment elle va évoluer justement à travers les 3 derniers épisodes. Pour ce qui était du jeu de la réplique, c'était sur la critique de Thunderbolt. Il fallait trouver donc Conan le barbare. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Bien sûr, pensez à liker, partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus et de manière à contribuer davantage à mon expansion sur le YouTube Cinégame. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!